Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. La Côte d'Ivoire dans le top 10 des meilleures économies africaines et dans le top 3 de la zone francophone. L'annonce émane du Conseil des ministres de ce mercredi. Les explications de cette performance exceptionnelle à suivre. Par endroits, la lagune ébriée dégage de fortes odeurs, ce qui affecte les populations environnantes. Pour identifier les sources de pollution à l'origine de ces nuisances olfactives et y mettre définitivement fin, le Premier ministre était sur le terrain ce mercredi. Et puis on s'intéresse ce soir aux métiers de vétérinaire. Ils sont indispensables dans divers secteurs. Quelles sont les voies d'accès et quelles sont les réglementations qui encadrent leurs pratiques dans le pays? Reportage dans un instant. La Côte d'Ivoire est passée 9e dans le top 10 des meilleures économies africaines, une première dans l'histoire du pays. Elle occupe également la 3e place dans la zone francophone du continent, une performance révélée lors du Conseil des ministres de ce mercredi, présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, comme nous le rapportent Pierre Dipomélin et Tanguy Conan dans ce reportage. S'il est déjà connu que la Côte d'Ivoire a opéré ces 10 dernières années une grande performance économique, le pays vient de franchir un autre pas, accédant au cercle restreint des 10 meilleures économies africaines. Cette communication a été livrée par le ministre des Finances et du Budget lors du Conseil des ministres, présidé par le président de la République Alassane Ouattara. Le pays occupe la 9e place avant la Tanzanie. C'est la 3e économie dans l'espace francophone du continent, après l'Algérie et le Maroc, et la 2e puissance économique de la sous-région ouest-africaine, après le Nigeria. Le porte-parole du gouvernement a donné quelques explications de cette résilience et cette performance exceptionnelle de l'économie ivoirienne. Cette résilience de notre économie est due essentiellement à sa diversification. Vous vous souviendrez très certainement que le chef de l'État s'était engagé à une transformation structurelle de notre économie par son industrialisation. Cette politique tend à porter ses fruits puisque la croissance de notre économie est portée par le secteur secondaire avec un taux de croissance de 10% et par le secteur tertiaire avec un taux de croissance de 8%, bien que nous demeurions un pays agricole avec des performances que vous connaissez, premier producteur mondial de cacao avec plus de 40% de part de marché, et depuis 2015, premier producteur mondial de noix de cajou avec plus de 20% de la production mondiale. Je passe donc les autres performances, donc au niveau du caoutchouc avec l'EVA notamment. Le top 10 des puissances économiques africaines est en général l'affaire des pays dont l'économie repose sur d'importantes ressources extractives, telles que le pétrole et les minerais. C'est pourquoi le président de la République Alassane Ouattara s'est félicité du bond qualitatif de la Côte d'Ivoire. La lagune ébriée, perle d'Abidjan, émet à certains endroits de fortes odeurs, ce qui perturbe les populations environnantes. Pour éradiquer ces nuisances olfactives, le Premier ministre a pris les choses en main ce mercredi en identifiant sur le plan d'eau d'Abidjan les sources de pollution responsables de ces mauvaises odeurs. Le constat de Mardoché Kwasi et de Chèque Bleu. Arrivé à la gare lagunaire du Plateau à 14h30, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui avait à ses côtés les ministres Jacques Assaouré Conan, en charge de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique, et Bouaké Fofana, chargé de l'hydraulique et de l'assainissement, a entamé son périple qui l'a conduit successivement sur les baies d'Azito, du port autonome d'Abidjan, de Cocody, au canal d'Anoumabo et celui du Golfe. 2 heures de visite qui ont permis au chef du gouvernement d'identifier plusieurs sources d'agression du plan d'eau lagunaire d'Abidjan. Le premier ennemi de cette lagune, ce sont les boues de vidange que nous-mêmes, Abidjanais, déversons tout le long de la lagune. La deuxième agression, ce sont les eaux usées qui proviennent des réseaux d'assainissement soit en terre, soit bétonnés, qui ne sont pas traités. La troisième agression que nous avons constatée, ce sont les activités humaines. Il y a des remblais qui viennent dans tous les sens. La quatrième agression, ce sont les mouvements liés aux modifications chimiques de l'eau de la lagune.
Et ça nous donne les résultats que nous avons constatés il y a quelque temps où les poissons sont morts en grand nombre. Il y a l'agression liée à notre indiscipline, malheureusement, qui conduit la lagune à être un dépotoir pour tous les déchets plastiques. Des situations qu'il faut rapidement corriger selon l'ancien ministre-gouverneur qui a promis se mettre immédiatement au travail avec les ministres concernés. Après avoir rendu compte au président de la République, nous allons trouver des solutions une par une et en toute sérénité pour offrir aux Ivoiriens un tableau extraordinaire de cette lagune et nous allons faire des études pour pouvoir trouver les solutions les plus adaptées. Et la lagune sera autre chose, je peux vous garantir cela. Ce, d'autant plus que selon le chef du gouvernement, la lagune constitue pour la Côte d'Ivoire une richesse aussi bien touristique, économique qu'environnementale. Cette visite s'inscrit dans la politique de recherche de solutions durables à la problématique de la pollution de la lagune ébriée à Abidjan. Et toujours dans cette démarche de préservation de l'environnement, le ministre des Ressources animales et halieutiques a procédé au port autonome d'Abidjan au lancement de la campagne 2024 d'évaluation des stocks halieutiques de la Côte d'Ivoire. C'était en présence de Mardoché Kwasi et de Cheikh Bleu. Cette campagne d'évaluation des stocks halieutiques dans la zone économique exclusive de la Côte d'Ivoire rentre dans le cadre de la campagne régionale transfrontalière des stocks halieutiques 2024 des pays du Golfe de Guinée. Une évaluation qui se fera à l'aide du navire de recherche Dr Fried Schoff qui a fait escale au port autonome d'Abidjan. L'escale qu'effectue le navire de recherche a pour objet, dans le cadre de cette cérémonie, de parfaire notre connaissance sur le plan d'eau national et halieutique dans notre juridiction nationale et transfrontalière. Face aux défis de la souveraineté alimentaire, nous devons réinventer notre système de gestion des pêches en nous basant sur la démarche scientifique à partir des résultats des campagnes. C'est pourquoi je lance un appel à la recherche scientifique et aux services à s'approprier les résultats de cette campagne afin de l'exploiter avec efficience pour nous aider à orienter nos politiques pour prendre des mesures adéquates. Initiée et financée par la Norvège, cette campagne d'évaluation est mise en œuvre par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et 32 pays côtiers dont 27 d'Afrique. Nous apprécions tous les efforts qui sont en train d'être faits pour le développement de ce secteur-là en Côte d'Ivoire, dont le potentiel est énorme. Le travail qui peut être fait avec ce navire-là va permettre justement de consolider ces actions-là pour que nous voyons que ça peut porter fruit. La présidente en exercice du CPCO, la ministre ghanéenne de la Pêche, a salué cet appui technique et financier de la Norvège aux pays côtiers qui va leur permettre de mieux calibrer leur politique en matière de gestion des ressources halieutiques. Nous avons besoin de cet appui-là pour que nous puissions gérer nos ressources partagées de façon efficace. Sans la connaissance, nous ne pouvons rien faire. Et cet instrument nous permet d'avoir les données pour pouvoir formuler nos politiques et également suivre un peu les initiatives qui sont mises en place. À cette étape de la Côte d'Ivoire, ce sont 10 experts ivoiriens issus du Centre de recherche océanologique, de l'Université Nangui-Abrogwa, de l'Université Félix Houphouët-Boigny, de l'Université de San Pedro et du ministère de l'Environnement qui prendront part à cette campagne. Et je vous le disais hier, la commission électorale indépendante s'est réunie à Yamoussoukro avec les officiers de l'état civil notamment pour retirer de la liste électorale les noms d'électeurs décédés à la fin des travaux qui ont abouti à plusieurs recommandations adoptées. Le président de la CEI a répondu aux critiques sur l'opération de cartographie. Les détails de Timé Danger. Fin des travaux de la CEI et des acteurs des collectivités territoriales, dont les officiers de l'état civil, sur la mise à disposition du fichier des personnes décédées inscrites sur la liste électorale. Une occasion mise à profit par le président de l'institution électorale du pays pour faire la lumière sur la cartographie électorale. Une opération critiquée par des acteurs politiques de l'opposition, dont la présidente du MGC, Simone Gbagbo. La cartographie est cette mission que la commission électorale indépendante a initiée pour aller sur le terrain dans toutes les circonscriptions à l'effet de vérifier
si les lieux d'enrôlement utilisés en 2023 sont encore fonctionnels et si certains lieux publics qui, pour l'essentiel, sont utilisés par la commission électorale comme centre d'enrôlement sont encore fonctionnels. La cartographie électorale n'a pas vocation à découper le territoire. Non, pas du tout. Le territoire étant déjà découpé, il vient pour installer les bureaux de vote au sein du découpage qui a été fait. Le principe est de rapprocher de l'électeur le mécanisme électoral, c'est-à-dire le système, les urnes, etc. C'est tout le sens. Il ne cause aucunement préjudice à qui que ce soit. Outre ces précisions, Ibrahim Kouibiar Koulibaly dit attendre le concours de toutes les parties prenantes du processus électoral dans le pays pour parfaire l'organisation des opérations, y compris la liste électorale. Loin de nous l'idée de penser que nous voulons causer un préjudice aux intérêts d'un parti politique. Cette liste-là, elle existe depuis. Elle est améliorée chaque année. C'est tout. Tous ceux qui parlent ont tous été élus sur la base de cette liste. Donc on ne va pas faire de polémique. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que la liste soit crédible? Pour moi, que chacun de nous joue sa partition. À l'occasion de la révision de la liste électorale, c'est l'occasion de l'actualiser. En quoi faisant? Pour ceux qui sont les nouveaux majeurs, il appartient aux partis politiques d'exhorter nos concitoyens à venir s'inscrire sur la liste électorale. 17 recommandations, pour rappel, ont été adoptées à Yamoussoukro avec pour objectif garantir une mise à jour correcte et fiable de la liste électorale devant servir à l'élection présidentielle d'octobre 2025 et partant contribuer à un climat politique apaisé. L'actualité, c'est aussi 7 villages abourés qui ont exprimé leur soutien au gouvernement. C'était lors d'échanges dans le sud Comoé avec un conseiller du Premier ministre porteur d'un message de paix et de cohésion. Reportage. C'est à la cour royale de Beaunois que la tournée de remerciements de l'émissaire de Robert Begré-Mambé auprès du peuple abouré a démarré. Remerciements pour leur adhésion aux actions du président Alassane Ouattara, traduites par leur participation active à la cérémonie d'hommage organisée quelques jours plus tôt à cet effet. Une initiative appréciée à sa juste valeur par le roi de Beaunois et sa cour. Nous avons confiance parce qu'en lui, par les gestes qu'il a posés, nous pensons trouver quelqu'un qui a de l'écoute et puis de la bienveillance. L'émissaire du Premier ministre s'est également entretenu avec les organisations de jeunes et de femmes du royaume au cours d'une autre rencontre dans le quartier d'El Yekro. Ainsi, à Beaunois comme à Yaou, deuxième étape de sa tournée, Jean-Louis Kofi a, au nom du Premier ministre, invité les abourés au pardon, à la solidarité, à l'union et au travail. Votre frère Mambé vous dit merci et vous dit, dans l'unité, tout est possible. Dans le pardon, tout est possible. Dans l'humilité, tout est possible. Le président de la République est là pour tous les Ivoiriens. Il est prêt. La main que vous avez tendue, en venant nombreux le supporter pour dire merci au président de la République, il est prêt pour saisir cette main. Cette politique de proximité du gouvernement a eu des échos positifs auprès de la notabilité, des femmes et des jeunes de la région. Pour toute sa reconnaissance, nous sommes très heureux. Et nous aussi, en retour, nous lui réitérons nos remerciements. À Moossou, dernière étape de la tournée, la notabilité, les chefs ainsi que les membres des générations Noudou et Nnowe ont traduit toute leur gratitude pour cette marque de considération à leur égard. Ils ont dit combien ils restent attachés à la vision du président de la République. Rappelons qu'une forte délégation du peuple abouré s'était déplacée le samedi 27 avril dernier à Songon-Dagbe, dans la commune de Songon, à la faveur de la journée d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara, qui y avait été organisée par les populations Hatchan et Aké du district d'Abidjan. La ligne Abidjan-Casablanca est ouverte depuis ce lundi 6 mai. C'est un vol inaugural de la compagnie Air Côte d'Ivoire qui a marqué cet événement. Pour les autorités en charge du transport des deux pays, cette nouvelle liaison témoigne de l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et le royaume chérifien. Le reportage de Salif Yaleko ici de Fulgence Kissiedo. Le premier vol inaugural Air Côte d'Ivoire, qui relie Abidjan à Casablanca au Maroc, atterrit à l'aéroport Mohamed VI de Casablanca dans l'après-midi du lundi 6 mai,
après plus de 4 heures de vol. Plusieurs personnalités, parmi lesquelles le ministre ivoirien des Transports, l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, des hommes d'affaires et des artistes entre autres, sont à bord de l'avion. Ce voyage a été marqué également par la mise en place de la représentation locale de la compagnie ivoirienne au Maroc. La nouvelle route que nous inaugurons pour Air Côte d'Ivoire contribuera aux côtés du Royal Air Maroc à rapprocher nos deux peuples et à améliorer leur confort de vie en leur offrant, par le jeu de la saine concurrence établie par la déclaration de Yamoussoukro, la possibilité d'accéder à une offre variée. Nous sommes témoins de la concrétisation d'une vision audacieuse initiée par le Maroc depuis les années 2000, celle d'une politique de libéralisation et de développement du secteur du transport aérien. Cette politique s'est traduite par la conclusion de plusieurs accords de services aériens libéraux, à l'instar de l'accord aérien signé entre le Maroc et la Côte d'Ivoire le 9 mars 2013, qui prévoit l'exploitation des vols sans limitation de fréquence, de capacité et des aéroports des services. C'était une première dans le continent en ces temps-là. Grâce à cette politique du ciel marocain, le ciel marocain a connu une émulation très avantageuse. Une nouvelle ère pour booster la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, déjà excellente. Désormais, Air Côte d'Ivoire propose 4 vols directs par semaine entre Casablanca et Abidjan, prévus les jeudis, dimanche, mardi et vendredi. Le premier vol commercial est prévu le 14 mai prochain. Ce sont 140 000 passagers en moyenne par an que l'on enregistre dans les vols entre la Côte d'Ivoire et le Maroc au cours de ces dernières années. Ils sont transportés par la compagnie Royal Air Maroc, partenaire d'Air Côte d'Ivoire. La compagnie à capitaux publics ivoiriens vise à court terme 30% de cette part. Air Côte d'Ivoire, ce sont 20 destinations régionales et 5 destinations domestiques. De 2011 à 2023, la compagnie a transporté quelques 6,7 millions de passagers. On les retrouve dans l'administration, dans l'armée, dans l'enseignement supérieur ou encore dans les cliniques. Les vétérinaires sont indispensables. Comment embrasse-t-on cette profession? Quel est leur rôle précisément dans ces différents milieux? Comment leur pratique est-elle aussi réglementée dans le pays? Le reportage de Mardoché Kwasi et de Fulgence Kissiedo. Dr Yoboué Noël Kofi est vétérinaire clinicien praticien. Depuis une quinzaine d'années, il exerce au sein de cette clinique vétérinaire de la commune de Grand-Bassam. Son quotidien, soigner les animaux malades, mais aussi préserver la santé de ceux qui ne sont pas malades. Le côté curatif va consister d'abord de poser un diagnostic. Le traitement peut se faire par voie injectable ou bien par voie orale. Dans les cas extrêmes, on est obligé de les hospitaliser. On fait aussi de la chirurgie. Pour la prévention, c'est essentiellement axé sur la vaccination. Au-delà des soins curatifs et préventifs administrés aux animaux, le vétérinaire est également présent dans le dispositif de défense et de fonctionnement des armées. Dr Arnaud Mallet est le chef du service vétérinaire des armées. À la tête d'une équipe de 15 personnes, il s'assure de la qualité et de la sûreté des mets d'origine animale servis aux soldats, mais aussi de la bonne santé et des qualités des animaux militaires. Nous procédons d'une part à la sélection des fournisseurs, à l'inspection de ces fournisseurs-là, au choix du niveau de qualité des denrées que ces fournisseurs-là livrent à l'armée. Et puis, in fine, nous inspectons et nous veillons à ce que les cantines militaires produisent des plats qui sont tout à fait sains. La deuxième activité, c'est la médecine vétérinaire au profit des animaux militaires. En Côte d'Ivoire, nous, principalement, ce sont les chiens. Donc, nous procédons à la sélection de ces chiens-là. Pendant que ce chien-là est dans l'armée qui travaille, quand il a des problèmes de santé, notre rôle, comme le médecin qui s'occupe des hommes, c'est de nous occuper de la santé de ces animaux. Si le vétérinaire militaire assure aux soldats la sécurité sanitaire, le vétérinaire inspecteur de la santé publique, lui, se dresse comme un bouclier entre les pathologies d'origine animale et les populations à travers un contrôle inclusif de toute la chaîne de production des protéines animales. Tous les animaux qui arrivent à l'abattoir sont contrôlés de façon individuelle, avant l'abattage et après l'abattage. Nous devons contrôler aussi la distribution sur les marchés
Nous devons aller pour contrôler les boucheries, les espaces de vente, pour s'assurer que les viandes sont vraiment conservées, sont vraiment distribuées dans les meilleures dispositions. Spécialiste de la santé animale, le docteur vétérinaire dans l'administration centrale aide à l'élaboration de la politique nationale de santé animale et de sécurité sanitaire des denrées animales et d'origine animale à travers la proposition de stratégie et la supervision de la mise en œuvre de cette politique sur le terrain. Au sein de l'administration, nous avons des vétérinaires qui contrôlent la distribution du médicament. Et pour cela, il faut aller inspecter des industries qui produisent les médicaments, des industries qui importent et qui distribuent, et même les vétérinaires qui distribuent ce médicament aux éleveurs. Quand on est face à une maladie à déclaration obligatoire, une maladie qui a un potentiel épidémique, comme la peste porcine par exemple, qu'on a connue il y a quelques semaines, et les services vétérinaires ont pour rôle déjà de déclarer la maladie. Tant au niveau national, ils déclarent à l'autorité qui prend un arrêté portant déclaration et qui définit les mesures sanitaires à mettre en place. Donc il a un rôle fondamental dans la prévention aussi à travers les campagnes de vaccination. Plusieurs autres domaines bénéficient des compétences du vétérinaire. Un métier dont l'exercice en Côte d'Ivoire est régulé et contrôlé par l'Ordre des médecins vétérinaires de Côte d'Ivoire. Pour exercer la profession vétérinaire, je l'ai dit, il faut déjà avoir un diplôme de docteur vétérinaire reconnu par le CAMES, pour ce qui est de notre législation aujourd'hui. Ensuite, il faut être inscrit au tableau de l'Ordre national des vétérinaires de Côte d'Ivoire. Au niveau de l'Ordre, tous les membres inscrits disposent d'une carte professionnelle. Donc, c'est l'occasion pour moi de lancer un appel à toute la population de toujours exiger la présentation de cette carte professionnelle-là. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 276 vétérinaires inscrits à l'ordre. Ce métier est l'un des rares où l'offre d'emploi est plus forte que la demande. Pour y accéder, il faut, après avoir obtenu le bac scientifique, intégrer une école vétérinaire, notamment celle de Dakar, dont la Côte d'Ivoire est membre, ou toute autre école à l'extérieur du pays, et en ressortir avec un diplôme qui permet d'exercer ce métier. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.